Salut tout le monde! On va attendre juste un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui vont se joindre à nous. Ça ne devrait pas être long. Après ça, je vais commencer la session d'information. OK. Bon, on va commencer. Puis si les autres viennent, bon, on les acceptera. Bonjour, merci d'avoir venu à la présentation de la séance d'information. Mon nom, c'est Chanie Gagnon, facilitatrice indépendante pour Lambic. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Avant de débuter, j'aimerais juste vous avertir que la réunion va être enregistrée. Pour ceux qui ne peuvent pas assister aujourd'hui, vous pourrez nous envoyer le lien. On va vous l'envoyer par courriel demain. On pourra partager le lien pour les personnes qui pourraient être intéressées. Parfait. Si vous avez des questions au courant de la présentation, gênez-vous pas, vous pouvez me les dire. Ou soit les écrire par texto, ou je vais vous donner du temps aussi à la fin de la rencontre là, pour répondre à vos questions. OK. Un aperçu de la présentation. Je vais vous parler un petit peu en vite, c'est qui Lambic, notre vision. C'est quoi le programme de soutien aux personnes ayant un handicap, soit le PSPH. Puis vous allez m'entendre souvent dire le PSPH juste parce que c'est une abréviative, c'est un peu moins long. C'est quoi l'admissibilité au PSPH? Comment savoir si j'ai besoin de PSPH? Le type de support que le programme offre. Faire une demande au PSPH. Puis ensuite, je vais vous expliquer c'est quoi mon rôle en tant que facilitatrice indépendante. C'est quoi les connexions communautaires qu'on peut faire, les demandes fréquentes pour du support, et aussi comment que nous, la facilitation indépendante peut vous aider. Ensuite, je vais vous expliquer le processus de référence. J'ai des ressources disponibles, puis on va passer aux questions à la toute fin. L'Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire, c'est un organisme provincial à but non lucratif qui a été créé en 1957. Les employés travaillent pour représenter les intérêts et le bien-être des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles. Depuis plus de 60 ans, nous travaillons auprès des enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle. Notre priorité est de faire en sorte que ces personnes, avec le soutien de leur famille, aient accès à des services de soutien appropriés et à la possibilité de choisir les différents types de supports dont ils ont besoin pour vivre une vie significative. Qu'ils aient la possibilité d'apprendre, travailler et participer dans leur communauté en tant que membres valorisés et contributeurs. Nous autres, à Lambic, on est impliqués dans plusieurs domaines de la vie de l'individu. On commence dans les garderies, on a de l'assistance dans les garderies pour l'inclusion. Après ça, on a aussi l'inclusion scolaire. On a un programme de transition pour préparer les individus à aller sur le marché de travail ou aller au collège, par exemple. On a aussi un programme tel que moi, la facilitation indépendante qui fait des PSPH. Ça, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je fais. Puis, on a aussi un programme à Edmundston qui offre des suivis pour les personnes qui résident dans leur maison tout seules, la coordinatrice de l'inclusion sociale. Notre vision, c'est la pleine participation des personnes ayant un handicap intellectuel dans tous les aspects de la société. Ça, c'est vraiment la vision de Lambic. Je vais vous le mentionner plus tard. Moi, mon programme, ce n'est pas simplement pour les personnes qui ont un handicap
intellectuelle, mais ça vise aussi chaque personne, que ce soit développemental, mental, physique ou intellectuel. Ils peuvent recevoir nos services. Donc, le programme pour personnes ayant un handicap. C'est un programme qui est offert par le département du développement social du Nouveau-Brunswick pour les adultes qui sont âgés entre 19 et 64 ans, qui vivent avec un handicap intellectuel, développemental, mental ou physique, qui sont admissibles au financement. Puis, le programme offre du financement pour les individus ayant un handicap en vue d'accéder à des mesures de soutien afin de répondre à un besoin qui est relié directement à leur handicap. Ça offre des mesures de soutien qui sont personnalisées et souples. On encourage les individus à être actifs et participer pleinement dans l'élaboration de leur plan de support. Puis, être flexible. Oups, excusez-moi. Fait que le processus est vraiment flexible et il peut changer à tout moment, dépendant des circonstances de la vie. Par exemple, un individu qui a 19 ans, il va avoir pas les mêmes besoins que quelqu'un qui est à 55 ans, par exemple. À 19 ans, tu as bien plus d'objectifs, tu vas accomplir plus de buts, tu as besoin d'acquérir des habiletés, par exemple. Tandis qu'à 55 ans, peut-être que tu veux juste être tranquille dans ta maison pour avoir un petit peu de support. Fait que c'est différent, puis ça s'adapte avec chaque personne. Puis aussi, des fois, peut-être que le handicap va, la condition va te bien détériorer un petit peu, fait qu'il va avoir besoin de plus de support avec le temps. Fait que l'admissibilité au PSPH, c'est qui est admissible pour recevoir les services? Fait que si vous êtes un résident du Nouveau-Brunswick, parce que le programme, il donne juste au Nouveau-Brunswick, celui-ci, il faut que vous ayez entre 19 et 64 ans, puis on peut commencer l'évaluation à partir de 18 ans et demi. Vous avez une incapacité de longue durée qui limite grandement votre capacité d'effectuer les activités quotidiennes normales. Ça veut dire que c'est pas parce qu'une personne a un handicap qui va nécessairement avoir besoin des services. Il faut vraiment qu'il y ait un besoin qui n'est pas comblé, qui a besoin d'aide. Ça l'affecte vraiment les activités de tous les jours. Vous avez besoin de mesures de soutien afin de répondre à des besoins non satisfaits de soins personnels ou d'augmenter votre autonomie ou participation dans la communauté. Vous consentez à remplir une demande financière. Ça, la demande financière, je vais y revenir plus tard, mais c'est une contribution. C'est qu'on va demander une évaluation pour savoir, dépendamment de votre salaire annuel, est-ce que vous aurez à débourser une contribution. Puis là, je vais juste vous laisser savoir, si vous êtes sur l'aide sociale, habituellement, les autres n'ont aucune contribution financière à payer pour les services. Mais si vous êtes avec un conjoint et les deux travaillent à la maison, il se pourrait que vous ayez à débourser un petit frais pour payer les services. Ça, c'est vraiment avec l'évaluation financière qui va être faite par le développement social qui va vous aider à déterminer si vous êtes éligible ou non. Puis même si vous n'êtes pas éligible, vous pouvez quand même recevoir les services, mais il va être plus au privé. Ça ne sera pas offert par le développement. Puis vous devez avoir une carte d'assurance maladie du Nouveau-Brunswick qui est valide. Comment savoir si j'ai besoin d'un PSPH? Est-ce que tu as besoin de soutien pour atteindre un objectif? Par exemple, tu aimerais déménager en appartement, puis tu as besoin d'aide pour planifier, développer des habiletés. Excusez-moi. Est-ce que tu as besoin de soutien pour apprendre de nouvelles habiletés? Fait que c'est ça, ça peut être des habiletés à la vie autonome. Par exemple, apprendre à cuisiner. Si tu veux apprendre à faire du ménage, puis tu as besoin d'aide pour ça. C'est quelques petits exemples. Tu as besoin de répondre à des besoins qui sont non satisfaits de soins personnels ou augmenter votre autonomie et votre participation dans la communauté. Ça peut être développer des habiletés sociales, par exemple. Si quelqu'un aimerait apprendre à maintenir, se faire puis maintenir des relations. Ça pourrait être un objectif qu'ils veulent.
qui ont besoin d'aide pour ça. Il faut que chaque besoin, il faut que ça ait lié directement avec le handicap aussi. Fait que, par exemple, des besoins qui sont non satisfaits de soins personnels, c'est la personne qui a besoin d'aide pour ça. Là. Elle n'est pas capable de le faire. Puis aussi, des fois, il y a des personnes qui vont demander, genre, pour avoir de l'aide au ménage, par exemple, mais il faut qu'on puisse démontrer que c'est vraiment un besoin. C'est pas parce qu'on ne veut pas faire le ménage, mais vraiment parce que c'est une incapacité, on ne peut pas le faire. Puis, comme je vous avais mentionné un petit peu tantôt, est-ce que vous êtes dans une période de transition de vie importante? Par exemple, tu viens de terminer ton secondaire et tu es prêt à passer une nouvelle étape de ta vie, ou tu envisages de déménager dans ton propre appartement. Tu as besoin de support pour y arriver. Et c'est des grandes étapes qui demandent beaucoup de planification et de l'aide aussi. Fait que le PSPH peut vous aider avec ça. Puis, est-ce que ton réseau de soutien naturel a besoin d'aide additionnelle afin de continuer de répondre à tes besoins? Et ça, dans le fond, c'est un peu un service de répit parce qu'on sait que les parents, ils sont très impliqués et ils donnent beaucoup de leur temps pour prendre soin des personnes qui en ont besoin, mais souvent, ça devient épuisant. Peut-être que le parent il devient vieillissant et il n'a plus l'énergie qu'il avait pour répondre aux besoins. Il a juste besoin d'un temps de répit aussi pour se retrouver en couple, passer du temps avec ses amis. Puis ça. Fait qu'on offre aussi un moment de répit pour les parents. Ou pour le soutien naturel. Fait que qu'est-ce qui est couvert par le programme de PSPH? Qu'est-ce qui est couvert? C'est l'aide de maintien à domicile. C'est un peu comme que je vous disais. C'est un auxiliaire qui peut venir à la maison pour faire le ménage ou faire des repas. Par exemple, pour des personnes qui sont incapables de le faire, ça peut être pour toute raison physique, là, conditions physiques, par exemple. On a des services de relève. Habituellement, c'est pour donner un soin de répit aux aidants naturels. On a le soutien et aide personnelle à l'intérieur et l'extérieur de votre domicile. Fait que ça peut être à la maison, par exemple, pour développer des habiletés, ou ça peut être à l'extérieur, dans la communauté, pour créer des liens. Acquisition de compétences sociales, le soutien au transport en raison de votre incapacité, puis le soutien technique qui n'est pas payé par d'autres programmes aussi. Donc, on va tout le temps regarder avant de demander pour ce programme-là, est-ce qu'il y a des services dans la communauté qui offrent déjà le programme? S'ils ne l'offrent pas, là, ils pourraient être financés. Qu'est-ce qui n'est pas couvert par le programme? Qu'est-ce qui n'est pas couvert? Habituellement, c'est parce que justement, il y a un autre département qui va le couvrir. Par exemple, les services de traitement des dépendances. Les véhicules qui sont adaptés ne sont pas couverts dans le PSPH. Les modifications majeures au domicile ou au logement subventionné, ça va être plus Family Housing. Les services de santé mentale, par exemple. Les services d'emploi, sauf s'ils sont offerts par l'intermédiaire d'organismes programmes ADAPT. À partir des programmes ADAPT. Les services de garde d'enfants, le soutien du revenu, fait que ça, c'est l'aide au revenu par l'aide sociale. Les services d'assistance médicale et les médicaments sur ordonnance. Puis les services offerts par les établissements résidentiels. Puis tout ça, on va vous montrer aussi que la facilitatrice indépendante peut vous aider à faire les connexions pour obtenir ces services-là. C'est juste qu'ils sont offerts par un différent département. Comment faire une demande? Il existe 3 façons de faire une demande et de recueillir l'information. Vous pouvez le faire soit par vous-même ou avec l'aide de votre famille ou de vos amis, avec l'aide du personnel du ministère, travailleur social ou de la santé mentale, ou avec l'aide d'un facilitateur indépendant. Et c'est quoi la facilitation indépendante? Un facilitateur indépendant est quelqu'un qui facilite la planification, travaille indépendamment du gouvernement en tant que financier des fournisseurs de services. Ce n'est pas nous autres qui avons le budget, si vous voulez, puis on ne fournit pas les services. On va travailler en collaboration avec les travailleurs sociaux et avec le développement, parce que c'est les autres qui fournissent les services. Le rôle d'un facilitateur. Aider les personnes et leurs familles à se faire une vision de leur avenir,
en passant par une approche qui est centrée sur la personne. On va aider les personnes à définir leurs besoins de mesures de soutien, ainsi que d'identifier des options pour y répondre, avec de l'aide rémunérée ou non rémunérée. Ce qu'on peut trouver, par exemple, des organismes bénévoles qui offrent le soutien, on va le faire au lieu de demander pour de l'argent, par exemple. Et on va vraiment les aider à identifier c'est quoi ce qu'ils ont besoin. On agit à titre de représentant des personnes qui demandent des mesures de soutien dans le cadre du programme de soutien aux personnes ayant un handicap. Fait qu'on va vraiment les représenter. Fait que s'ils ont besoin d'une voix, on va être là pour lui donner la voix. Puis les aider à s'exprimer aussi. On aide les personnes à faire des choix éclairés à partir des options disponibles dans leur communauté. Fait que ça, c'est vraiment important. Nous autres, on n'a pas de préférence nécessairement. On va juste vraiment expliquer c'est quoi ce qui s'offre dans la communauté. Puis on va lui donner le plus d'informations possible. Puis eux autres, ils vont prendre, les individus vont prendre la décision par eux-mêmes. Puis s'ils ont besoin qu'on fasse des visites, on va aller faire des visites. Et on va vraiment les accompagner, faire sûr qu'ils comprennent bien c'est quoi leur choix, qu'ils peuvent prendre leur propre décision. On aide les personnes à préparer une demande de mesures de soutien et à présenter un plan de mesures au ministère du Développement social en vue d'obtenir du financement. Ça, on les aide, comme vous avez mentionné, la personne peut le faire par elle-même ou avec un membre de la famille ou qu'elle peut demander notre aide. C'est vraiment un long processus, c'est une trentaine de pages à peu près, des questions, fait que souvent ça peut être un petit peu overwhelming, fait qu'ils vont demander notre aide, puis on va les aider. C'est eux qui rédigent avec l'entretien qu'on a, puis c'est eux qui nous donnent les réponses. C'est vraiment une approche qui est centrée sur la personne, fait qu'on essaie tout le temps de viser le positif, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et non pas justement qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. On aide les personnes à faire des demandes pour d'autres programmes ou services gouvernementaux ou communautaires. Par exemple, on peut faire des liens avec une housing ou s'ils veulent être inclus dans la communauté, faire des activités, on peut y aller avec des liens avec AICL. Un facilitateur indépendant travaille directement pour une personne ayant un handicap et en son nom. Puis, on accompagne les personnes dans la réalisation d'un parcours. Puis je vais vraiment vous expliquer c'est quoi le parcours. C'est une petite formation qu'on offre. Donc, le parcours, c'est un outil de planification qui est systématique, qui commence par créer la vision d'un avenir que l'on désire, qui détermine ensuite les actions qui devront être prises pour réaliser cet avenir. C'est vraiment un outil qui est utile pour plusieurs raisons. Puis si vous voyez sur la petite photo qu'on a en bas à droite, ça donne un petit peu un exemple de c'est quoi un parcours. En anglais, c'est PATH. Fait que dans le fond, on commence avec l'étoile, par exemple. Ça serait quoi le rêve le plus fou de la personne? Puis après ça, on décortique un peu. On lui dit, OK, c'est quoi les objectifs qui sont réalisables et potentiels? Puis là, on peut décortiquer un peu avec mois par mois, c'est quoi le processus qu'on va faire, comment on va le faire, c'est qu'est-ce qui va aider la personne. C'est vraiment un processus qui se fait en gang. La personne n'est pas toute seule. Fait qu'elle va inviter les membres de sa famille, son réseau de soutien, toutes les personnes qui sont proches d'elle pour l'aider à faire ça. Identifier les buts pour l'avenir. Le parcours est utile pour identifier des besoins personnels, des intérêts, des aspirations. Faire des choix, fixer des objectifs, puis développer un plan d'action. Parce qu'il arrive des personnes qui, à 19 ans, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fait que des fois, le parcours va être utile pour eux autres. Puis apporter l'individu, la famille et les amis à s'unir afin de développer un réseau de soutien. Fait qu'ensuite, avec cette aide-là, on espère que c'est un groupe d'aide qui va s'entraider puis qui va encourager l'individu à poursuivre ses objectifs pour les accomplir. Puis ça a été démontré que le parcours a des résultats positifs puis possibles de réaliser. Donc, pourquoi choisir un facilitateur indépendant? Travailler avec un facilitateur indépendant peut être particulièrement bénéfique pour les individus qui sont dans une période de transition de vie ou qui veulent explorer des objectifs de vie, puis les individus qui ont besoin de plus de temps pour planifier leur futur et développer un plan de support. Parce que nous autres, on va vraiment à la vitesse de la personne. Si ça y prend un mois, ça y prend un mois. Si ça y prend 2 mois, 3 mois,
ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins, on va réussir. Les petits exemples de connexions qu'on a faites dans la communauté. Par exemple, Habitation Nouveau-Brunswick, on peut les matcher avec des équipes sportives, des cours d'art, des clubs de lecture, l'opportunité de bénévolat, des ateliers sur l'estime de soi, par exemple, des événements musicaux, des opportunités d'apprentissage, des centres communautaires, conseils à l'emploi, programmes de santé mentale. YMCA, on ne l'a pas dans la région, mais c'est des connexions qui ont été faites à travers la province. Aux bibliothèques, les banques alimentaires, communautés religieuses, c'est pour vous nommer quelques exemples. Puis il y a d'autres, c'est certain aussi qu'il y a d'autres connexions qui ont été faites. Puis on peut aussi demander des prêts, des subventions d'équipement, puis des centres de ressources pour les familles. L'implication communautaire, ça favorise le renforcement du sentiment d'appartenance puis contribue à la santé globale. Donc, on sait tous qu'un individu qui se sent dans sa communauté, comme si il faisait partie de la communauté, il va être bien plus heureux. Puis ça crée des connexions à long terme aussi. Les buts et les besoins de certains individus sont réalisés totalement grâce aux connexions communautaires. Fait que ça, c'est l'idéal, dans le fond, parce qu'on sait qu'une connexion communautaire peut durer plus longtemps. Puis ça peut se maintenir après, c'est plus vrai. Donc, le processus de référence. Si vous voulez nous faire une référence à nous pour une nouvelle évaluation ou une réévaluation qui a déjà été faite par la personne même, un membre de la famille ou un membre de la communauté peut le faire, même le développement social. Et dans le fond, on accepte toute référence. Les références peuvent être faites soit au téléphone, par courriel ou par fax. Je vais vous donner les contacts et tout à la fin de la présentation. L'information que vous aurez besoin pour faire la référence. Fait qu'on a besoin de l'information de base de la personne. Le service en place actuellement, s'il y en a. La raison de la référence, puis la copie du PSPH existant. Puis j'aime aussi mentionner que si vous faites une référence, d'en parler avec l'individu pour l'informer. Dans la région, nous autres, on couvre tout le Nouveau-Brunswick. Il y a 5 facilitateurs dans la région. Pour la région 1, à Moncton, c'est Émilie Chamberlain. À Saint-Jean, c'est Cecilia Asbridge. Debbie Thomas, c'est pour la région 3, puis elle a fait Fredericton. Moi, je fais la région 4 et 5. Donc, je fais Edmundston, Grand-Sault, Campbellton, Dalhousie. Région 4 et 5. Puis, Mylène, c'est région 6, 7 et 8, qui va faire vraiment Batters, Miramichi, puis la péninsule acadienne. On est 5 facilitateurs. Fait que je peux vous donner un petit couple de minutes là, si vous voulez prendre ça en note. Shani, est-ce qu'on va avoir une copie du PowerPoint aussi? Bonne question. On va vous envoyer l'enregistrement. Fait que oui. Ouais, OK, c'est bon. Puis je vais remettre cette feuille-là à la fin aussi. Là. Parfait. Fait que les questions fréquentes. Est-ce que le PSPH est une source de revenus? Non, on n'est pas une source de revenus. On offre par contre du financement pour payer les services. Fait que dans le fond, ce n'est pas de l'argent qui revient dans la poche des personnes, mais ça va servir à payer directement les services. Qu'est-ce qui arrive si la demande d'application du PSPH est rejetée? Ça peut arriver qu'on fait la demande au gouvernement, il décide de la rejeter. Fait qu'on peut faire un examen d'administratif pour faire une demande qui réévalue la demande, dans le fond. Fait que les autres, ils vont vraiment rechecker ça. Puis si on a de l'information supplémentaire pour venir appuyer la demande puis la justifier, on va l'envoyer à ce moment-là. Ça peut se faire soit par l'individu tout seul ou avec l'aide d'une facilitatrice indépendante. Est-ce que j'aurais à payer pour mes services? Ça dépend. Comme que je vous ai tantôt, on avait une évaluation financière qui va déterminer la contribution. Fait que, par exemple, si vous êtes sur l'aide sociale,
sur l'aide au revenu. Habituellement, vous n'aurez pas à débourser, les personnes n'auront pas à débourser aucune contribution. Mais si ils ont un revenu qui peuvent se le permettre de payer un peu pour les services, ça pourrait arriver qu'ils payent. J'ai déjà vu dans certains cas des personnes qui sont vues refuser totalement parce que leur salaire annuel était trop élevé. Là, je n'ai pas nécessairement les chiffres pour vous dire c'est quoi le montant qui est à déterminer, mais habituellement, on fait l'évaluation, puis vous aurez des nouvelles là-dessus. Est-ce que le salaire de la famille est tenu en compte ou juste de l'individu? Juste de l'individu puis de son conjoint. OK. Ça, je pense que c'est une des prochaines questions que j'avais, là, mais c'est correct, c'est une bonne question que tu as là. Fait que même si que la personne a 19 ans ou plus puis qu'elle reste à la maison, on ne comptera pas le salaire des parents. Fait que c'est vraiment juste la personne. Sauf dans le cas d'un partenaire, un conjoint, par exemple, qui demeure à la même maison que l'individu, à ce moment-là, ils vont checker les 2 salaires. Parce que c'est compté comme un membre de ménage. Mais au moins, ils n'ont pas besoin de calculer pour les parents. Fait que ça, c'est un avantage. Est-ce que mes services vont être suspendus si j'ai un emploi? Non. Vous avez le droit de travailler puis obtenir des services pareils. Mais encore là, si une personne fait 40 heures semaine, ça se peut qu'il y ait une petite cotation à payer. Puis ça, c'est la question qu'on vient de répondre. Fait que les parents puis le conjoint. Fait que non pour les parents, puis oui pour le conjoint. Est-ce que la facilitatrice peut me trouver un appartement ou un foyer? Fait que non et oui. Nous autres, on ne peut pas trouver un appartement, mais on peut faire des connexions. Par exemple, on peut faire la demande pour Airbnb Housing ensemble. Puis je peux vous donner des outils, comment vous allez le trouver. Mais ce n'est pas mon rôle de chercher pour les appartements. Puis ni pour les foyers aussi, parce qu'on a une entente avec le développement social qu'on n'est pas impliqué dans les foyers. C'est juste pour la simple raison que l'AMBIC a une vision qu'on veut que toutes les personnes soient incluses dans la communauté. Puis les foyers vont un petit peu à l'extérieur. Je ne rentrerai pas trop dans les détails avec ça, mais habituellement, lorsque une personne demande pour aller en foyer, on va envoyer la demande au travailleur social. Ça m'a déjà arrivé de trouver des listes, par exemple, de foyers, puis lui donner pour qu'elle vérifie. Là. Ça ne m'a pas dérangé. Absolument, on ne fait pas la planification pour ça. Est-ce que la facilitateur indépendante va continuer de le supporter après avoir fait la demande du PSPH puis être acceptée? Non. Habituellement, nous autres, on va travailler avec l'individu, on va faire l'évaluation, on va faire les connexions qu'on a besoin. Puis un coup que ça a été accepté, on transmet ça à la travailleuse sociale qui va prendre en charge le dossier. Et ça veut dire qu'on ne sera plus nécessairement impliqué. Mais si vous voulez une réévaluation, vous pouvez nous appeler puis on va revenir dans le dossier. Là. Habituellement, c'est la travailleuse sociale qui va s'occuper des personnes à ce moment-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Chani, si j'ai bien compris, là, tu sembles dire que le ministère du Développement social peut faire l'évaluation PSPH encore. Oui. Oui. OK. Parce que le message qu'il nous donne, c'est que c'est toutes vous autres qui faites ça. Ouais, c'est comme se lancer la balle, ça, là. En tout cas, c'est ça, le message que j'ai eu, c'est que c'était Ambic qui avait la job de faire toutes les évaluations PSPH. Ah, c'est intéressant. Non, ici, dans la région, on a encore des travailleuses sociales qui font les PSPH. Habituellement, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'à l'accueil, il faut qu'ils proposent aux individus c'est quoi ce qu'ils veulent. OK. À ce moment-là, la personne elle va choisir ce qu'elle veut aller avec le travailleur social, nous autres, ou ce qu'ils veulent faire par eux-mêmes. Là, ça peut arriver des fois que les travailleurs sociaux, ils sont débordés parce qu'ils ont beaucoup de clients, peut-être qu'ils ont 200 clients. Fait que souvent, à ce moment-là, eux autres vont nous envoyer la demande pour qu'on s'en occupe. Ça peut arriver. Parce que nous, dans le fond, on fait les évaluations. On a peut-être, je pense qu'on est à peu près une trentaine de personnes maximum d'actifs avant de soumettre. Là. Fait qu'on n'a pas plus que 30 personnes à la fois. Là. OK. Il y a des personnes qui vont préférer ça. Puis aussi, je sais qu'avec les travailleurs sociaux,
Puis nous autres, des fois, il y en a qui vont préférer qu'on prend un petit peu plus le temps pour vraiment chercher les besoins. On va plus en détail des fois, puis faire les connexions, puis ça. Fait que des fois, ils aiment ça aussi. Là. Fait que ça lui donne un coup de main. Mais non, ils sont encore capables de le faire, les travailleurs sociaux. Ben good, merci. Rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Toi, tu aides, un de tes grands rôles là-dedans, c'est aider à remplir, je veux dire, présentement, il y a un support et un soutien, mais pour préparer ces évaluations-là, là, tu rencontres les parents intéressés ou les personnes intéressées, puis tu les aides à passer au travers du processus, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Fait que moi, je vais les rencontrer, ils sont plus à l'aise, par exemple, à la maison ou à mon office. Puis ça va dépendre aussi si la personne veut que les parents soient là ou pas, parce qu'étant donné qu'il a 19 ans, il peut choisir de faire l'évaluation, tout ça. À ce moment-là, nous autres, on a un questionnaire qui est à peu près une trentaine de pages, mais on ne l'appelle pas vraiment questionnaire. On va vraiment regarder, c'est quoi leur historique, c'est quoi les besoins, c'est quoi les objectifs, c'est dans quoi ils sont bons un peu, leurs forces, leurs qualités, c'est quoi leur but, les rêves. Fait qu'on va vraiment tout explorer le plus possible pour essayer de les aider justement. Puis moi, je veux poser des questions, c'est une forme de discussion entre moi et lui, ou elle. Puis après ça, j'écris toutes les notes, puis ensemble, on va faire le plan. Fait qu'on va regarder ensemble c'est quoi ce qu'ils veulent comme support. Mais dans ce plan-là, est-ce que toi, tu touches au PAT ou le parcours, là? La demande, oui, si j'ai une demande de faire un PAT, présentement, je ne suis pas formée pour le faire, mais tous les employés de l'NBACL, on va en avoir un cette année, puis il y a d'autres de mes équipiers qui sont formés. Fait que si on a une demande, il y a quelqu'un qui va le faire, oui. OK. Ouais. Puis souvent, on a beaucoup de demandes dans les écoles. Là. Oui, mais au niveau des adultes, est-ce que tu as des demandes ou que c'est une place que peut-être qu'il y a un besoin en particulier? 19 ans et plus, ça. Oui, ben moi, c'est certain que je travaillais avec les personnes à partir de 19 ans à 64 ans, fait que j'ai du monde de tous les âges. Oui. Fait que je peux avoir des personnes de 30 ans, de 40 ans, 50 ans. Personnellement, j'ai rencontré que les personnes plus jeunes avaient peut-être un besoin plus grand de faire un PET, juste parce qu'ils ont plus d'objectifs. Mais ça arrive aussi qu'à 30 ans, la personne la sort de chez ses parents, par exemple, elle va aller en appartement, puis elle aimerait trouver vraiment des objectifs. Ça peut être bon pour elle aussi. Là. Le PET, il y a n'importe qui. Là. OK. Ouais, ouais. Puis même moi, je l'ai fait. Je l'ai fait une couple d'années passées, puis ça m'a vraiment aidé. J'ai réussi à atteindre des objectifs que je m'avais faits. Puis c'est bon pour tout le monde, dans le fond. Tout le monde devrait avoir ce outil-là. Parce que ça, je suis certain que ce programme-là, il y a besoin de pas mal de promotion dans la communauté, là. Oui, Parce que je je suis pense que c'est d'accord. encore très mal connu. Je suis d'accord. Avec au moins avec un enregistrement comme aujourd'hui, c'est pas pire, on peut le partager avec les autres. C'est certain qu'il faut qu'on aille encore plus du bouche à bouche, puis qu'on pourrait avoir une personne qui nous fasse de la publicité, là. Parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui ne savent pas c'est quoi l'AMBIC, malheureusement. Là. C'est de quoi qu'on travaille à tous les jours pour essayer de promouvoir. Là. Mais je pense que l'AMBIC, on a besoin au niveau de la communauté ici, l'AMBIC puis l'AICEM ou l'Association d'intégration communautaire a besoin de travailler conjointement. Ça, c'est une des choses qu'on avait demandé à celle-là qui te précédait, là. Oui. Ginette Arsenault, dans le temps, d'essayer de faire une session de promotion. Mais dans le temps, il n'y avait pas le COVID. Puis je pense qu'avant qu'on puisse le temps de le faire, c'est que Ginette est partie. Oui. Fait qu'on avait essayé de voir comment. On est content que tu le fasses, là, que tu prennes l'initiative, parce que je pense qu'il y a un grand besoin dans la communauté. Oui, je suis d'accord. La région 4 et la région 5 encore plus. Ah oui? Oui, oui. Mais oui, on va s'en reparler. J'ai ton numéro, parce que la COVID est pas mal. On a bien le temps de planifier de quoi pour avoir une bonne collaboration entre la ICN et l'AMBIC. Ben, je pense qu'on a besoin de ton aide là-dessus parce que de promouvoir ça. Moi, j'ai beaucoup de questions.
as fait cette présentation-là, mais je ne veux pas prendre le plancher parce que je pense que c'est... Moi, j'ai un cas, j'ai mon fils que je pense qu'il est dans un foyer, mais des fois, il y a des journées qu'il y a des objectifs qu'il aimerait réaliser, puis il ne peut pas le réaliser. Là. Il a besoin d'aide. Oui, oui. Là, présentement, avec santé mentale, ben, c'est un autre pierre de manche. Les services de santé mentale sont très limités parce qu'ils sont débordés. Oui. Des personnes qui connaissent des autistes, il n'y en a pas beaucoup. Puis je suis certain qu'il y a quelqu'un du groupe de Crano, là, dans le groupe, je pense, ce soir, j'ai vu Crano, là, je ne sais pas qui. Mais il y a des grands besoins. Là. Au niveau des autistes, il y a un besoin là, au niveau de l'intégration dans la communauté. Oui. Même s'ils sont dans un foyer. Je suis totalement d'accord. C'est ça qui arrive un petit peu touché dans les foyers. Donc, on aimerait être un peu plus impliqué là-dedans, puis des fois, on a des restrictions. Par exemple, avec le PSPH, des fois, le foyer, ils ont du financement pour offrir des services. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas demander du financement à travers du PSPH. Là. Parce que justement, les foyers devraient être en mesure pour leur enseigner des habiletés pour qu'ils aillent vivre de façon autonome. Je pourrais en parler plus là-dessus. Mais c'est correct. Mais vous pouvez m'appeler aussi, puis on va en discuter. Là. Vous avez ma petite carte? Ah, je vais vous montrer mes coordonnées pour... Ça, c'était les ressources additionnelles. Vous pouvez trouver ces ressources-là sur notre site web. Puis d'autres ressources aussi, comme le plan d'action pour les personnes ayant un handicap, qui est offert par le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment un bon guide, je trouve, d'information. Il y a aussi le gouvernement du Nouveau-Brunswick, développement social. Ça, c'est notre numéro de téléphone à notre bâtisse mère, qui est à Fredericton. On a le numéro de téléphone ici si vous avez d'autres questions ou vous pouvez visiter notre site web, qui est nbacl.nb.ca. Si je vais vous rester mes contacts ou ceux de la région. Fait que si vous connaissez quelqu'un d'une autre région qui pourrait bénéficier de ces services-là, n'hésitez pas à les envoyer la vidéo. Puis, des fois, c'est ça que c'est du bouche à oreille. J'aurais aimé ça qu'il y aurait eu un petit peu plus de personnes aujourd'hui, mais je suis contente que vous avez pris le temps de venir. Puis, je suis très heureuse de vous rencontrer. J'espère qu'on va pouvoir travailler plus ensemble. C'est certain que Chani va pouvoir travailler avec moi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de défis dans la région. Je vois que Pascal est là. Pascal, peut-être tu veux rajouter. Es-tu sur mute, Pascal? Oui, il y en a qui sont sur mute, là. Ils ne nous entendent pas. Non, moi, je suis sur mute. OK. Chani, je me demandais, est-ce que les vidéos, la version anglophone va nous être envoyée aussi? Parce que moi, j'ai des clients francophones et anglophones. Oui, je peux vous l'envoyer, là. Je sais que la version anglophone était hier. Fait qu'on a déjà l'enregistrement, oui. OK. Oui, puis vous pouvez demander à Elisabeth aussi, là, ça va lui faire plaisir. C'est elle qui s'occupe vraiment de ça. OK. Merci. Oui, de rien. Et on peut circuler les vidéos à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier sans problème? Oui, ça serait supposé. Je vais essayer de voir si je peux le faire visionner par Facebook, sur les réseaux sociaux. À partir de demain, ça va être disponible. Ah, OK, parfait. Chani, une autre question. Toi, au niveau avec le COVID, là, oui. Peux-tu rencontrer des gens? Es-tu permis de rencontrer des gens? Ou c'est quoi les restrictions que vous avez là? Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne question. Nous autres, on a le droit de rencontrer les gens, mais tout d'abord, il faut qu'on lui passe le questionnaire, faire sûr qu'ils n'ont aucun symptôme, qu'ils ne sont pas à risque. On va porter un masque si on ne peut pas éviter la distanciation. Si c'est possible, par exemple, on est à l'extérieur et on garde à plus de 2-3 mètres, par exemple, on n'a pas besoin de masque. Puis, fait que c'est ça. Oui, on a le droit de les rencontrer, mais c'est limité encore. Fait que des fois, on faisait des réseaux de soutien avec un grand nombre de personnes. On est capable de le faire si c'est une urgence, mais encore là, on a des procédures à suivre et on essaie d'éviter le plus de regroupement possible. Mais moi,
moi, habituellement, qu'est-ce que je faisais pendant la COVID? Nous autres, à Lambic, on a quand même été actifs. On n'a pas arrêté de travailler. Fait qu'on travaillait à partir de la maison. Fait que si vous voyez tout ça, je suis chez moi. Là. Fait qu'on travaillait à partir de la maison. Puis souvent, ça se faisait par téléphone ou via Zoom. Puis on a rencontré beaucoup de barrières parce que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise de parler ou qui ont accès à Internet. Mais là, c'est qu'on a le droit de rencontrer du monde, c'est plus facile. Moi, je vais des fois à des maisons rencontrer des personnes. Je trouve que la honnêteté, la réciprocité est plus forte quand on voit directement. Puis on peut faire un lien. Hein. On peut sentir les émotions puis sentir comment que la personne elle se sent. Fait que oui, on suit les processus, mais on retourne tranquillement. Okay. Et vous avez-vous arrêté? L'association d'intégration communautaire, on a dû arrêter les activités. On a gardé contact avec Zoom pour un bout de temps parce qu'on avait des décisions à prendre. Okay. Là, on commence à avoir des demandes pour reprendre certaines activités, mais là, il faut décider qu'est-ce qu'on peut vraiment faire. Parce qu'on parle de personnes à besoin. Beaucoup résident dans différents foyers ou sont dans des résidences ou des appartements. Ça fait que là, il faut vraiment connaître c'est quoi les conditions, les restrictions qu'il peut y avoir dans les différents foyers. Là. Mm-hmm. Parce que si on fait de quoi, il faudrait qu'il y ait vraiment la participation de différents foyers, de représentants, parce que les personnes à besoin, ce n'est pas tout le temps évident, la distanciation sociale. Oui. Puis ça crée un dilemme. Oui, puis le port de masque aussi, c'est pas toujours évident. Ouais. J'essaie de parler d'un masque à mon fils, puis c'est tout de suite, là, pas évident. Oui. C'est une triste réalité qu'il faut qu'on... Malheureusement, on n'a pas le choix de s'habituer tout de suite. Hein? C'est ça. Mais il y a beaucoup d'éducation à faire. Là. Oui. Beaucoup d'éducation, sensibilisation à faire. Puis, je sais pas, dans une période COVID, il faut y aller très doucement. Mm-hmm. Oui. On garde les liens, on est enregistré avec la province, on a une entente, un protocole d'entente de signer avec la provinciale au niveau local. Et puis, il va y avoir la réunion l'AGA qui va lieu le 25 septembre. Et puis, il y aura une réunion avec les locales. On va te représenter des deux niveaux. OK, parfait. On te félicite, Shani, d'avoir pris cette initiative-là. Ben, merci beaucoup, c'est un plaisir. On va travailler ensemble. Je remercie toutes les autres qui ont pris le temps d'assister à la rencontre. Si vous avez des questions que vous pensez après, vous pouvez me les envoyer par courriel, m'appeler au téléphone. Ça me fait plaisir de répondre. Ou vous pouvez appeler les autres facilitatrices indépendantes ou même l'office maire. Je vous remercie, puis on va vous envoyer l'enregistrement super. Mais s'il y a un besoin qu'on s'en parle, Shani, s'il y a un besoin de d'autres personnes qu'on ne peut plus rejoindre ce soir, est-ce que c'est possible d'en faire une autre session? Oui, si la demande est là, certainement. OK, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bye-bye. Bye-bye. Bye.